Merci de nous rejoindre sur ICI Beyrouth et bienvenue sur ICI Éco. Le Conseil central de la Banque du Liban, réuni mardi passé sous la présidence du gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salamé, a décidé de prolonger les effets de la circulaire 151 et d'amender ceux de la 158. Ces circulaires portent sur des mesures exceptionnelles pour le retrait en espèces des comptes bancaires. La Banque du Liban a donné un premier coup de frein au processus de haircut exercé sur les comptes bancaires depuis le déclenchement de la crise en octobre 2019. La circulaire 158, qui autorisait ses bénéficiaires à retirer 400 $ en espèces et la contre-valeur de 400 $ en livres libanaises au prix de 15 000 livres libanaises pour $1 ou $1 bancaire, a été modifiée pour limiter les retraits à 400 $ en espèces uniquement. Selon les sources, les grandes lignes de la circulaire 158 n'ont pas changé, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Toutefois, pour les clients qui souhaitent souscrire à la circulaire 158 à partir de juillet 2023, ils ne seront autorisés à bénéficier que de 300 $ en espèces en rythme mensuel. Par ailleurs, une zone d'ombre plane sur la politique monétaire post-Riyad Salamé, dont dépendront le taux de change du dollar et celui de l'inflation. Toutefois, le pire scénario d'un vide institutionnel à la tête de la Banque centrale a été totalement écarté par plusieurs sources. Entre-temps, il ne faut pas être dans le secret des dieux pour savoir qu'au sein du Conseil central de la BDL, les relations entre ses membres ne sont pas au beau fixe. Aussi, d'autre part, les fonctionnaires se dirigent vers une grande escalade, selon la présidente de la Ligue des employés de l'administration publique, Nawal Nasser, qui a affirmé cette semaine que l'administration publique est au plus mal et que les fonctionnaires n'ont jamais été aussi maltraités. Pour Nasser, la pire chose qu'une personne puisse faire aujourd'hui est d'être fonctionnaire au Liban. En parallèle, le ministère des Finances a annoncé le transfert des pensions des retraités civils et militaires à la Banque du Liban et par la suite transférées aux banques. Le ministère des Finances a ainsi indiqué qu'il débloquera les sommes reçues pour les salaires des militaires. Le reste des traitements sera versé lorsque le ministère aura perçu les montants nécessaires des autorités compétentes. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les différents scénarios liés à la fin du mandat du gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salamé, à la phase post-Salamé, au sort du dollar sur le marché et de la plateforme Sayrafa, ainsi que sur les questions liées aux circulaires 158 et 151, et cela avec l'expert en économie et en finance Nicolas Chihani. D'autre part, notre épisode cette semaine sera aussi consacré à l'actualité économique et politique, à l'impasse constitutionnelle et politique au Liban. Quelles solutions à envisager? Comment remettre le pays sur les rails de la relance économique? Et l'importance de la gouvernance et de la primauté de la stabilité politique. Et cela avec le membre du bloc de la République forte, le député Antoine Habchi. Et je commence directement avec l'actualité économique et l'histoire des circulaires 158 et 151 avec l'expert en économie et en finance, Nicolas Chihani. C'est un plaisir toujours de vous avoir avec nous, Monsieur Chihani. Bonjour, ici Beyrouth, le plaisir est toujours le mien. Je commence directement avec l'histoire de la BDL et des circulaires. Il est clair que la BDL cherche par tous les moyens à réduire l'impression de livres libanaises. Comment expliquer cet allègement du processus de haircut sur certains dépôts bancaires et est-ce qu'on s'attend à un accueil favorable du marché à une telle décision? Alors, il est évident depuis au moins 4 à 5 mois, on a remarqué que les différents circulaires de la BDL, les différentes décisions du ministère des Finances et autres mènent à réduire l'impression de livres libanaises. Et en même temps, en certains cas, ils mènent à récupérer la libanais du marché. Par exemple, le fait de payer l'électricité du Liban en fraîche lira, comme on dit. Donc l'impact et l'objectif, en sens, c'est de réduire la masse monétaire qui a été sur les 3 dernières années, qui est devenue astronomique et qui a mis vraiment pression sur la libanaise et qui a mené à sa détérioration vis-à-vis du dollar. Mais pour moi, comment expliquer aujourd'hui la relative stabilité du taux de la livre libanaise face au dollar depuis le 21 mars dernier? Et d'où viennent les dollars?
Ces dollars, ils viennent d'où? Alors, ce qui est intéressant, juste pour répondre à la question précédente, Oui. il est vrai qu'en ne payant pas les livres libanais via le 158, on réduit le haircut. Mais Mhm. pourtant, on réduit le pouvoir d'achat du consommateur. Donc c'est une épée à deux bords, comme on dit. Certains peuvent l'interpréter comme une réduction du haircut, d'autres comme une réduction du pouvoir d'achat. Tout va dépendre du consommateur, comment il utilise cet argent. Mhm. Donc, il n'y a pas en fait de déjeuner free lunch, comme on dit en anglais. L'objectif, c'est de ne pas de jouer avec les circulaires, c'est de vraiment mettre en place la politique monétaire nécessaire Mhm. en accord avec le ministre des Finances, ce qui n'est pas le cas. Mhm. Mais alors, comment expliquer la relative stabilité du taux de change de la livre libanaise face au dollar, certainement sur le marché, depuis le 21 mars dernier? Alors, la stabilité du taux de change est due à plusieurs choses. La première chose, c'est que la Banque centrale intervient toujours sur le marché pour réduire en fait euh, projeter des dollars en fait sur le marché et stabiliser la monnaie à un taux particulier. Cette intervention se matérialise par des pertes que la Banque centrale a placées dans sa balance, dans sa balance sheet. Donc, une autre explication est du fait que, exactement comme on venait de dire, la Banque centrale, par moyen, essaie de réduire l'impression de livres libanaises, Mhm. on fait le M0 sur le marché, ou en train de récupérer en fait, les livres libanaises du marché. Mhm. Donc, et de recycler cette livre au lieu de la réimprimer. C'est une stratégie assez intéressante, mais pas sustainable pour le Et futur. pas à long terme, certainement. Voilà, Oui, voilà. C'est pas une stratégie à long terme. Ce non, sont des effets tactiques oui, qui oui, limitent c'est ça. clair. Saïrafa, en même temps, qui est beaucoup actif, aussi limite la Mhm. détérioration parce que la différence de change permet en fait au consommateur de ne pas acheter le dollar Mhm. directement et via Saïrafa, c'est taux inférieur. Donc de ne pas aller chez le chanteur pour le Mhm. faire. Donc il n'y a pas une demande qui augmente le dollar. Par contre, Saïrafa fait aussi des pertes dans la Voilà, bourse de la Banque vous avez centrale. bien Donc, mentionné, vous dans mentionnez tous les bien, cas, la stabilité a un oui, vous avez bien mentionné l'histoire de tant qu'il n'y a pas Saïrafa. de problème fondamental. Oui, une des orientations aujourd'hui des membres du Conseil central de la BDL serait de supprimer Saïrafa, la plateforme de change de la BDL, et de laisser flotter le taux de change du dollar, comme le réclament certains experts du Fonds monétaire international. Quelles sont les conséquences prévues sur la BDL, ou bien si la BDL décide de supprimer Saïrafa? Cela, certainement, c'est après le 31 juillet, la date Si à vous voulez laquelle mon le mandat avis, du gouverneur de la Banque moi, du Liban prend fin. Et comment prévoir alors la durée de la stabilité du taux de change sur le marché parallèle? alors, c'est une question très intéressante parce que nous sommes dans une transition. D'habitude, dans les transitions, quelles qu'elles soient, en politique, Mhm. entre le gouverneur et son successeur ou son vice-gouverneur, les politiques dans le monde entier ne changent pas durant une période parce que c'est une période de stabilisation, on appelle ça. Mais il est certain qu'il y a des pressions où il y a un lobbying pour flotter la business et Mhm. retirer. Alors, floating or semi-floating or bas de collier, comme on dit, uh, is something important. Oui, Euh, c'est quelque chose d'aussi important. mais on ne peut pas le faire, mais on peut pas le faire du côté de la Banque centrale seulement. Ça doit faire partie d'une politique qui doit être tripartite. On veut faire le floating, il faut que l'État, de son côté, puisse s'assurer que son budget n'est plus déficitaire. Alors, le budget de l'État aujourd'hui est petit, il n'a pas un grand impact sur l'équation. Mais si on considère la croissance sur 3, 4, 5 ans, comme le veut le FMI, bon, l'impact sera grand. Donc, il faudrait que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour s'assurer que ces dépenses sont toujours inférieures à ces revenus, pour faire un surplus et ne pas avoir affaire à la Banque centrale Mhm. qui nous exige de couvrir sa perte à la fin de l'année, ce qui peut dévaluer les Libanaises. Mhm. Le troisième point, c'est la balance des paiements. Aujourd'hui, la balance des paiements est négative. La
paiement pour le spectateur, c'est export moins import de biens, de services ou d'argent. Tant que cette balance des paiements est négative, la Banque centrale doit injecter de l'argent à la fin de l'année pour couvrir cette perte en dollars. Donc notre quantité de dollars va baisser, qui est stable ou la mer va augmenter, le ratio va augmenter, il y a une détérioration de la livre. Donc flotter la livre, oui, mais à une condition fondamentale, c'est équilibre de la balance des paiements, équilibre du budget. Et une politique monétaire en accord avec une politique fiscale et financière. Donc c'est un projet. Oui. Monsieur Chirani, aujourd'hui au sein du Conseil central de la BDL, les relations entre ses membres ne sont pas au beau fixe. La problématique est celle de la politique monétaire, en attendant qu'une régularisation soit faite au niveau de la vie politique et institutionnelle. La politique monétaire suivie pour gérer la crise qui a éclaté au 4e trimestre de 2019 sera-t-elle maintenue après le 31 juillet? Alors, il faut savoir que durant cet été, il va y avoir une grande quantité d'argent qui va rentrer de par les expatriés qui viennent du Liban. Cette quantité est évaluée à peu près à 6 à 8 milliards de dollars. Okay. C'est une quantité d'argent assez grande pour stabiliser l'économie, mais pas suffisante. Tant que le balance des paiements est négatif, c'est-à-dire l'argent qui rentre par les expats, ne suffit pas à couvrir l'argent qui sort. Par contre, il rentre dans le système. Ce qu'il faut, c'est qu'il rentre dans le système bancaire. C'est pas dans l'économie parallèle, donc ça doit passer par l'économie régularisée. Le système économique sauvage. Donc, à partir de là, une des premières choses que doit faire en fait, le Conseil de la BDL, c'est la loi de restructuration bancaire pour permettre en fait de recréer la confiance dans ce système qui est aujourd'hui à très grand risque et qui permettra en fait aux consommateurs de remettre cet argent petit à petit sur une période de 1 à 3 ans dans ce système. L'objectif, c'est de s'assurer quelles sont les banques qui peuvent contribuer. Et nous avons des lois libanaises sur ça, par exemple la 2 sur 67, 110, etc. Même le gouverneur, le CMC, le Code de crédit, prévoit en fait une approche pour mettre en place une restructuration des banques. Ce sont des choses qui doivent être la priorité 1 de l'agenda du comité de la et du nouveau gouverneur. Sans ça, nous allons vers l'inconnu, vers une déstabilisation peut-être de la monnaie, vers une perte de cette opportunité de faire rentrer cet argent dans le système de nouveau. Et s'il n'y a pas une stabilité politique derrière, ça peut être très dangereux, même plus dangereux. Monsieur Chirani, le Conseil d'État a décidé depuis quelques jours la recevabilité dans la forme du recours en annulation intenté par l'Association des banques du Liban, l'ABL, contre la décision du gouvernement Najib Mikati de supprimer une grande partie des engagements en devises étrangères de la BDL à l'écart des banques commerciales. Quelle est l'importance d'une telle décision, vous pensez? Alors, on remet en question ici le plan de relance qui a été voté par le gouvernement Mikati, c'est ça? Oui, nous avons parlé de ça déjà de France. Je pense que le plan du gouvernement Mikati de sauvegarde n'est pas un plan de sauvegarde. C'est un plan de destruction massive de l'économie. Parce que ce plan mène à deux choses. Détruire le secteur bancaire en créant dans ce secteur une perte de 85 milliards de dollars et en même temps faire un mercat direct sur le déposant du même montant. Et vous savez que quand on détruit un secteur bancaire, on ne peut plus relancer le secteur bancaire. Ce que veut le FMI, faire la relance du secteur bancaire, mais en le détruisant contre l'intérêt du FMI et du pays et de l'économie. Bien sûr, il faut le restructurer aussi, qui sera peut-être plus petit et plus solide, mais on ne peut pas le détruire sans un plan de restructuration. Et en même temps, quand on détruit le secteur bancaire, on fait un haircut sur les déposants de 1 milliard
ce qui tue la confiance dans le système. Aucun investisseur interne ou externe, foreign direct investors, les investisseurs extérieurs, ne mettrait l'argent dans un pays où l'État a fait une loi pour faire un haircut sur les dépôts. Il n'y a pas de confiance. Donc ce plan n'est pas un plan, c'est un plan de destruction massive. Je suis très heureux d'entendre que l'ABL a fait cette action en justice et qu'il y a une première discussion de mise de l'action sur une table pour dire non, il peut être annulé. Que non, il faut arrêter cette Donc décision. c'est une victoire. Pour moi, c'est une première victoire. Ce n'est pas la bataille, c'est une victoire. En faveur des déposants, certainement. Et pour surtout les déposants qui sont en train de souffrir le martyre depuis 3 ans. Bien voilà, je Donc, vous remercie. il est temps aujourd'hui que le gouvernement fasse les choses comme il faut et qu'il écoute en fait ses interlocuteurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le gouvernement est en train de faire un plan one way or the highway. Et comme on dit, aujourd'hui, il a été prouvé que non, il y a encore une justice qui comprend. Il y a encore des gens qui veulent sauver l'économie et qui veulent sauver le pays. Je vous remercie, M. Nicolas Chihani. Vous êtes expert en économie et en finance. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le député Antoine Habchi, membre du bloc de la République forte. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir reçu et bonjour. Je commence directement avec la crise aujourd'hui au Liban. Je commence par la politique pour passer au dossier économique. Peut-on dire que nous sommes dans une crise de régime politique au Liban? Nous sommes dans une crise multifacette, effectivement, et on arrive à voir le blocage avec cette crise. C'est à la fois un cumul, mais en même temps, c'est la présence, je peux dire d'une certaine façon, l'absence de toute institution étatique qui peut réguler tout cela. Parce qu'effectivement, lorsqu'il y a une crise, il faut trouver de l'issue. L'issue, on le cherche dans les règlements, dans les lois, dans la Constitution. Or, aujourd'hui, le Liban, il n'y a pas une autorité étatique qui arrive à appliquer la Constitution ou n'importe quelle autre loi. Donc, ce désordre mène à un déblocage. À dire, historiquement au Liban, il y avait toujours deux plans. Il y avait le plan local et le plan régional et international. Et il y avait toujours une interaction entre ces deux niveaux. La seule présidentielle où un président a été élu donc grâce à l'équilibre de force locale, c'était en 1970. Et la différence était d'une seule voix. Donc 50 contre 49. Aujourd'hui, rien que pour jeter lumière sur la nature de la crise, qu'il y a encore une crise de valeurs, aujourd'hui, on a un président du Parlement qui dit une voix, ça n'a pas d'importance. Alors, lorsque la décision était libanaise, l'élection du président, je parle de 1970, a été à une différence d'une seule voix. Lui-même, il a été élu président du Parlement à une différence d'une seule voix. Il a eu 65. Donc, oui, il y a une crise, il y a un blocage. Quelle est l'origine de cette crise et de ce blocage? Parce qu'il n'y a plus des paramètres. Or, des personnages ou des blocs politiques qui permettent de résoudre le problème en ayant recours à des références étatiques ou à la Constitution ou à l'application des lois. Mais pour vous, il faut remettre en question tout ce régime ou bien non? Il faut simplement appliquer la Constitution ou bien passer à un certain amendement de cette Constitution. Il faut avouer que voilà, le système a bien explosé. Je dirais,
il s'est bien implosé. Mm. Pour la simple raison, comment peut-on savoir si on n'a pas pu appliquer ni Taif ou autre, où sont les gaffes, qu'est-ce qui est à améliorer, vers quoi se dirige-t-on? Nous sommes dans une dislocation totale de l'État parce qu'il y a un corps hors souveraineté et qui est autant puissant que l'État et qui empêche toute une dynamique démocratique. Oui, on dit que le Liban est un régime parlementaire, mais est-ce qu'il l'est réellement? On dit qu'on a fait des élections et ces élections sont démocratiques, mais est-ce que c'est une vraie démocratie ou une pseudo-démocratie? La réponse à cela est très simple. Certes, il y a des problèmes qu'il faut résoudre à l'échelle de l'application de la loi au Liban. Et c'est structurel ici. Et c'est structurel ici. Ce n'est plus conjoncturel. Ce n'est plus une loi passagère qu'on n'est pas en train d'appliquer. C'est tout un courant politique, c'est tout un tandem avec ses alliés qui dirige l'État, mais qui est anti-étatique. Et ça, c'est bizarre. Revenons à la crise du régime. Il y a une crise réelle qui est structurelle, qui touche l'existence du régime. C'est quoi? Effectivement, on a des crises politiques successives. Le problème, c'est que du moment où il y a une crise au niveau de la suprapolitique ou de la suprastructure politique, automatiquement, les intérêts de citoyens s'affectent au niveau des services quotidiens, au niveau du médicament. C'est pour ça que j'ai bien décidé de commencer par la politique et ces contractions qui existent, parce que l'impact ici de cette crise politique, on la voit très bien au niveau économique et social. Certes, il faut revoir et refaire une lecture du système qui permet de dissocier. Ça veut dire quoi? C'est remettre en question ce système-là, passer à un nouveau système pour vous de gérance, de gouvernance. Le passage à n'importe quel nouveau système suppose l'interférence entre tous les éléments qui constituent le Liban. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est faisable, mais ce qui est évident, et ce qu'on a touché surtout avec cette crise, que qui que ce soit le parti politique, son public, les citoyens libanais, indépendamment de l'appartenance confessionnelle, indépendamment de l'appartenance politique, sont touchés par cette crise. Et qui, dans ma circonscription de Baalbek el-Hermel, est-ce que le partisan de Hezbollah arrive à payer le prix d'une opération? Est-ce qu'il a le service médical convenable? Est-ce qu'il arrive à payer le prix du médicament? Est-ce qu'il est à l'abri du froid? Est-ce que Donc, ce que je suis en train de dire... Même la crise il y a un exemple très simple. Intra-parti politique. Même la crise... Dans les partis politiques, absolument. ou bien même aussi entre les citoyens qui, chacun d'eux, fait partie d'un certain parti politique. Absolument, Donc, absolument. Pour cela, je dirais, oui, on peut plus avoir ou être sourd à ce cumul ou à ces problèmes. Il faut voir comment peut-on dissocier les crises politiques des services quotidiens du citoyen. Et on en a plusieurs exemples. Comment sortir de cette impasse? Je vais donner un petit exemple. Oui. Ils ont des crises pour former les gouvernements en Belgique. Oui. Mais parfois, ils pour prennent des années. Ils prennent plus qu'un an. Plus qu'un an. Des dizaines de mois. Et malgré les cela... services continuent d'une façon normale. Oui, mais malgré cela, le citoyen n'est pas touché. Ce que je suis en train de dire, ou au moins pour ne pas être spéculatif, pour décrire la situation. Certes, on a un problème à ce niveau. Il faut qu'on arrive, comme les problèmes touchent tous les citoyens, indépendamment de leur appartenance politique et confessionnelle, il faut parvenir à dissocier le problème politique au niveau macro dans le pays et le séparer du fonctionnement étatique. Mais déjà, pour dire le séparer du fonctionnement étatique, est-ce qu'on a un État pour parler de son fonctionnement? Non, les 3-4 dernières années,
ont prouvé qu'il y a une dislocation des institutions étatiques énorme et c'est dû à un problème qui est très clair et qu'on peut le décrire en quelques mots. Décrivez-le. Au Liban, on a deux problèmes majeurs. Mais dommage, ils ne sont pas déconnectés pour pouvoir les résoudre chacun à part. On a le problème de la corruption. La corruption n'est pas le résultat d'aujourd'hui. La corruption est un cumul. Et ce C'est la cumul... corruption en masse qui touche tout le monde. Et absolument. Oui. Absolument. Et c'est une corruption, dommage, qui s'est transformée en culture. Au lieu qu'elle ne soit la contre-culture, dans le système de gouvernance et de gouvernement libanais, dans le système politique libanais, la corruption est devenue sorte De règles, hein? de règles. Et on n'a plus de honte. Il n'y a plus de honte. Depuis une vingtaine ou trentaine d'années jusqu'à maintenant, si on révise toute la littérature là-dessus... On est passé à une corruption régularisée. Hein. On est passé à une corruption régularisée, mais encore quelque part protégée par la loi, et je vais dire comment. Donc, cette corruption est un cumul auquel la majorité, parce que je n'aime pas généraliser, tant que je ne suis pas en train de citer, je n'aime pas généraliser, la majorité a été plongée là-dedans. Et c'est devenu, ce qui est dangereux, dans l'alternance au pouvoir, c'est devenu pour les partis politiques un moyen d'alternance au pouvoir. C'est-à-dire, un parti qui n'est pas au pouvoir, il craint de s'évaporer et de ne plus exister sur la scène politique. Parce qu'effectivement, pour assurer sa pérennité au pouvoir, il est en train d'utiliser le clientélisme et la corruption au sein des institutions de l'État pour assurer des services, considérant que ces services sont essentiels pour créer le tandem ou créer la relation viscérale au niveau de l'intérêt avec l'électorat. Je donne un exemple. Et voilà. Donc, ça, c'est au niveau de la corruption. ça, au niveau de la corruption. Il y a un autre niveau qui est autant important que la corruption. C'est le problème de souveraineté. Lorsque je dis j'ai une crise économique, qu'est-ce qui fait l'investissement d'un pays? Comment, dans tous les pays du monde qui cherchent à passer d'une dépression ou d'une récession à une croissance économique, qu'est-ce qu'ils regardent avant tout? Attirer les investissements. Un certain indice de souveraineté aussi. Oui. Comment j'attire l'investissement? Mais Confiance, stabilité. Le premier critère, c'est que si jamais, et vous savez très bien au niveau économique, au niveau social... Si l'investisseur a un certain problème, il va avoir recours oui, au à la système loi, à judiciaire, la loi. justice. Pas de justice, pas de système judiciaire. Et vous rendez qui responsable ici alors? Je vais en parler. En même temps, est-ce qu'on peut mettre des investissements en millions de dollars et en milliards de dollars, sachant qu'il peut y avoir une guerre demain, sachant que il n'y a pas de sécurité, sachant que le représentant de telle entreprise peut être kidnappé à Bar al-Bakarmel, sachant que... Donc vous rendez il n'y a responsable... pas une sécurité. Et cette sécurité, à mon avis, certes, il y en a plusieurs problèmes. Il y a le problème de l'armement palestinien, il y a le problème aujourd'hui des réfugiés syriens. Il y a le problème de Hezbollah. Mais pourquoi je cible Hezbollah? Parce que c'est l'entité qui est hors étatique et qui constitue pour tout le reste le socle pour s'attacher à l'armement hors étatique. Je fais rappeler, lorsqu'il y avait le problème de Nahar al-Barid, qui a dit non et qui a dit c'est la ligne rouge, Nahar al-Barid? Le secrétaire général de Hezbollah. Mais on a payé la facture après? On a payé, oui, on a payé la facture. Et on parle d'un général qui était assez omniprésent pour soutenir l'armée libanaise et pour maintenir la souveraineté
du Liban à Nahr el-Bared et qui est devenu martyr. Je parle du feu général François El-Hajj. Donc, qui a dit non à la poursuite d'un trafiqueur de drogue? Et il a donné à l'armée libanaise 2-3 heures pour arrêter leur poursuite. Mohamed Yazbek, Aba al-Bakarmil, depuis quelques mois. C'est votre région. C'est ma région, c'est ma circonscription électorale. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a un parti autour duquel il y a toute une alliance qui se crée et qui, à chaque moment, défie la souveraineté de l'État, jusqu'à devenir plus omniprésente que l'État en soi. Et alors, son projet a 2 caractéristiques. La première caractéristique, et ça on peut l'analyser dans le discours du secrétaire général, le cheikh Hassan Nasrallah, on peut l'analyser très simplement. Vous prenez tous ces discours, on parle 90%, dans la plupart des discours, on parle des problèmes régionaux et internationaux, parce qu'il se veut, il se prend, et peut-être il est à contre-volonté libanaise, il se veut un acteur régional international. Dommage, pas dans le bon sens, c'est pas avec les inventions électroniques ou je ne sais pas quoi qu'il est en train de changer le sort du monde. Et il a mis le Liban hors communauté internationale à cause de la contrebande, du trafic de drogue. Mais il est le seul de ici responsable militaire. de la contrebande. Non, il n'est pas de l'évasion fiscale. Non, il n'est pas le seul responsable. Mais c'est lui, mais c'est cette présence qui détruit carrément l'État, qui permet aux autres d'aller sous son parapluie. Maintenant, si je dis absence de souveraineté, avec un projet qui va au-delà des frontières libanaises, donc le Liban devient un outil. L'alliance qui se fait entre les corrompus, la corruption systématique au sein du système libanais, et ceux qui ont un agenda qui va au-delà des frontières libanaises et qui violent la souveraineté du Liban à chaque moment, est maléfique. Pourquoi? Parce que celui qui est corrompu, il a besoin qu'on se taise, que personne ne dévoile sa corruption, et celui qui a un projet politique qui va au-delà des frontières libanaises a besoin de la couverture politique. Vous voulez me dire aujourd'hui que mettre en place des réformes est impossible tant que le Hezbollah est armé? À mon avis... combattre la contrebande, l'évasion fiscale ou non? Je ne le suppose pas. Depuis 3-4 ans, les gouvernements qui les dirigent réellement. Et comment sortir de cette impasse alors aujourd'hui? Il faut remettre en question tout. Donc, est-ce que passer à une décentralisation financière, administrative, ou bien remettre tout le système en question, donc le fédéralisme, remettre Taïf en question? Il faut sortir de cette impasse. Comment faire alors? Sortir de cette impasse, moyennant la politique, c'est-à-dire toujours par un processus démocratique, ne peut passer que par les institutions. Si on n'arrive pas, et ça commence par la tête ou le sommet du pouvoir exécutif, si on n'arrive pas à être convaincu qu'on est en train de disloquer le Liban. D'ailleurs, lorsque je parle de Hezbollah, la dislocation du Liban est réelle. Il a son fédéralisme. Il a ses hôpitaux, il a son armée, il a un contrôle de l'État, il a des régions où l'État ne peut pas intervenir même lors des élections. Alors ceux qui se présentent aux élections peuvent être tapés et l'État n'intervient pas, etc. Lui, il applique, Hezbollah, en accusant les autres d'avoir séparatiste. Et je ne défends pas le séparatisme, mais je suis en train de dire, lui, il s'est séparé déjà. Pour cela, la question est essentielle et cruciale, elle est structurelle. Est-ce que notre partenaire, est-ce que le tandem chiite veut réellement un Liban où il est en train de bafouer le Liban pour
Ce que je vois jusqu'à maintenant, lorsque je vois que dans sa charte politique, le premier article est le djihadisme, je ne vois pas où est ma place. Lorsque je vois qu'il vise toujours une république islamique au Liban, donc il agit en théocratie. Et donc, pourquoi continuer à vivre dans ce système multiconfessionnel? Parce que ce que je veux dire, c'est très simple. Hezbollah, même s'il prend la relève maintenant, et on ne sait pas s'il la prend réellement, parce que on ne peut pas savoir si les chiites sont d'accord ou pas. Mais les élections législatives oui, je suis d'accord. Les élections législatives, et je suis tout à fait d'accord qu'il y a une aspiration, et Hezbollah existe dans la conscience de la communauté chiite. Mais quand est-ce que je peux mesurer ce fait politique ou cette représentativité? Lorsque je permets aux gens d'être libres de se déclarer. Quelle liberté de déclaration avec l'absence de l'État? Quelle liberté de déclaration avec la présence de l'armement? Quelle liberté plus simple que ça? Quelle liberté lorsque les intérêts de n'importe quel citoyen passent par la mainmise de Hezbollah, non plus en tant que force réelle, mais en tant que force qui a sa présence au sein du gouvernement. Donc c'est lui qui assure les services. Monsieur Habchi, un citoyen chiite qui ne participe pas ou qui n'est pas d'accord avec Hezbollah peut ne pas avoir son service, peut être persécuté d'une façon qui Vous voyez ça, c'est vous, dans votre région? Oui, je le vois clairement. D'une façon qui n'est pas claire pour le monde. Il peut être persécuté dans son quotidien. Il peut être persécuté dans l'influence judiciaire. C'est important de passer ici au dossier de la décentralisation financière et administrative. Vous venez de Baalbek el-Hermel. Vous savez très bien que les chrétiens là-bas sont une minorité. Est-ce que pour vous, dire décentralisation financière et administrative pour des buts et des raisons économiques ou sociales peut être considéré comme un passoire au fédéralisme? Je vais donner un exemple très simple. Premièrement, tu as la communauté chrétienne et la communauté sunnite. À Baalbek el-Hermel, ils mènent, ce n'est pas de la politique dans le sens ordinaire. Vous votez le fédéralisme, Dr Habchi? Je vais en parler. Oui. C'est un tout petit peu, si j'ose le dire, si je le dirais, c'est existentiel. La politique pour eux, ce n'est pas une politique de, je ne sais pas quoi, 1% de tarifs en plus ou 1% en moins, une question d'économie verte ou d'économie je ne sais pas quoi. C'est une question existentielle. Et c'est pour cela, et pour donner un exemple, il y a les problèmes des égouts. Dans la région de Deir el-Ahmar, c'est la station d'Irat. Ça fait 13 ans qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Je peux te dire, Maurice, les enfants ont d'allergies à cause. On a vu ça sur les chaînes télévisées. Il y a une infinité de problèmes à cause de cela. Et on n'arrive pas à le résoudre. Je te dirais, s'il y a la décentralisation, ça nous prend 48 heures pour résoudre le problème. 48 heures. Alors, ce que je suis en train de dire, et pour répondre à ta question, on vote la décentralisation maintenant, on vote le fédéralisme, on est pour, on est contre. Oui. C'est une question hors contexte dans ce qui se passe maintenant. Ce que je vais dire, parce que le problème n'est pas là. Le problème, c'est que même si tu veux voter ou si tu veux parler d'une décentralisation, tu n'as pas la plateforme démocratique réelle qui permet une discussion normale et qui peut mener à un résultat. Il faut commencer à dire notre crise politique est due à l'absence de souveraineté, et cette absence de souveraineté qui est multifactorielle se centre autour de Hezbollah parce qu'il constitue la sécurité de tous ceux qui,
veulent continuer avec la corruption et de ceux qui veulent échapper à la loi et échapper à l'existence d'institutions étatiques ou un État souverain. Donc, tout ce qu'on discute reste une spéculation théorique. On n'a pas le luxe de faire une spéculation théorique, quoique toutes les discussions sont des discussions saines qui nécessitent et qui doivent être faites dans un cadre normal pour savoir à quoi peut-on aboutir. Ce qui est dangereux maintenant, c'est que le tandem chiite, par le biais de cette politique de déblocage, est en train de mettre le Liban dans un processus de dislocation absolue et il est touché. Et il va être touché par cette dislocation. Au niveau monétaire et économique aussi, après le grand effondrement de 2019, plusieurs experts responsables ont proposé de remettre en question le système économique au Liban, le régime économique au Liban. Pour eux, peut-être le libéralisme aussi bien appliqué au Liban est le responsable de cette crise. On ne peut plus continuer comme ça, le système ne peut plus fonctionner de cette façon-là. Est-ce que vous êtes avec la défense de ce système, du régime économique libre, de l'économie libre au Liban? Lorsque je dis la défense, qu'est-ce qui est reproché dans l'économie? Comment argumenter cela? Oui. Qu'est-ce qui est reproché à ce système de libéralisme? Et on n'a pas un libéralisme sauvage dans la loi. Je reprends le même problème. Mais qui discute le régime économique alors que la contrebande est en milliards de dollars et mon déficit budgétaire ne dépasse pas les 4 milliards de dollars annuellement, alors que la contrebande à elle seule fait la fuite de 2 à 3 milliards? Qui peut discuter un régime économique si on parle d'une perte au niveau des douanes parce qu'on n'a pas le contrôle qui est équivalente à 700 millions, à 1 milliard de dollars? Est-ce qu'on peut même mesurer où se trouve la faillite dans notre régime économique? Donc vous voulez me dire que... Je suis en train de vous dire, l'économie, même la décision économique est une décision politique. Il y a une politique économique. Lorsqu'il y a une politique économique, c'est-à-dire il y a des critères, des mesures, un fonctionnement d'un marché que je peux mesurer. Mais quel fonctionnement d'un marché au Liban? Est-ce qu'il y a un marché au Liban? Alors, on n'a fait que financer. On était contre le financement alors que la contrebande était ouverte et le trafic de tous les produits. Rappelez-vous bien ce qui se passait avec les subventions durant les 2 dernières années aussi. Tout ce qui est subventions, alors qu'ils voulaient maintenir les subventions jusqu'au dernier moment. Pourquoi? Normal, parce qu'ils font payer aux citoyens libanais la subvention alors qu'ils faisaient stocker fuel, mazout, en faveur de denrées, qui? médicaments. On les faisait stocker et on les faisait trafiquer vers la Syrie. Et alors, quelques commerçants liés à la junte politique corrompue ou à la force de facto qui se trouve au Liban, et je parle là de Hezbollah ou du tandem chiite, et voilà, le peuple libanais perd. Pour eux, ce qui est important, c'est de continuer. Donc pour vous, c'est primordial de conserver ou bien de protéger ce système économique libanais? C'est primordial. Oui. C'est primordial d'avoir une décision libanaise et souveraine relative à l'économie, aux finances, au système social, à tout cela. Et cela ne peut pas être fait avec l'absence totale de souveraineté. Et là, à ce moment-là, je peux mesurer techniquement quel est le problème. Parce que, Maurice, avec tes recherches, je suis quasi sûr que tu as au niveau technique des solutions pour tous les problèmes. Nous ne sommes pas les premiers gens dans l'histoire certainement, le protocole de l'économie. Existe, donc. Oui, alors... Mais c'est une décision. Mais c'est une décision. Et la décision, elle se prend où? La gouvernance. Je vais donner un exemple très simple.
Moi, je prends l'exemple de la gouvernance. Oui, je sais qu'ils peuvent lancer des requêtes, mais ils ont prouvé qu'ils sont incapables de gouverner. Ils ne savent pas gouverner et ils doivent le savoir. Et ça, je ne vais pas les discuter maintenant parce que c'est relié à une anthropologie culturelle qui remonte à la nature de leur existence depuis 13 siècles jusqu'à nos jours. Mais je vais maintenant me centrer. Le gouvernement de Hassan Diab, toute la période successive, le gouvernement de Miati, ce sont eux qui prennent la décision. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelles décisions au niveau de la gouvernance ils ont pris pour améliorer la situation? Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, parce que leurs partisans sont affectés par ces problèmes. C'est qu'encore, ils ne savent pas. Même ce qui me choque et ce qui est alarmant, ils contrôlent l'État. Donc, lorsqu'ils contrôlent l'État, ils doivent avoir l'esprit de maintenir ces institutions de l'État qui sont sous leur contrôle, tout en contrôlant l'État et en étant gérants à l'intérieur de l'État. Toute leur action et leur attitude est anti-étatique. Celui qui gère l'État aujourd'hui est anti-État au niveau culturel et au niveau de l'action. Mais je parle rien que du calcul. Un simple calcul lorsqu'on parlait de l'augmentation des salaires. Oui? Donc, le wage salaries. C'était la correction qu'on avait appelée. Oui. Corriger les salaires suite à l'inflation. Alors, la correction des salaires, un ministre des Finances peut se permettre des chiffres erronés à 1%, je comprends. Dans un pays démocratique, à 2-3%, il démissionne. Mais on calcule l'augmentation des salaires à quelques 800 milliards et on aura 1500 milliards, c'est-à-dire plus que 600%. Vous voulez dire ce qui s'est passé avec la correction en 2017? Oui, absolument. Mais aujourd'hui, le gouvernement, même le Parlement, a voté aussi une augmentation des salaires, une augmentation des salaires à condition que les revenus des douanes peut couvrir aussi avec le nouveau dollar douanier. Je peux dire toute l'approche est anticonstitutionnelle. Ce sont des, mais il y a une raison d'État ici. Tout ce qu'ils ont fait depuis 30 ans jusqu'à maintenant, c'est des raisons d'État. Je vais expliquer économiquement. Mais vous avez aujourd'hui des fonctionnaires qui veulent en fin de compte toucher leur salaire. Alors, donc comment pouvoir accepter de ne pas voter il faut le faire. L'ouverture de lignes de crédit pour pouvoir couvrir ces dépenses? Il faut le faire. Mais ça dépend. Il y a une grande différence. Moi, j'étais un prof en 2017. J'étais contre l'augmentation de mon salaire. Pourquoi? C'était très clair pour moi. L'effet inflatoire que mon salaire, avant l'augmentation, va avoir un pouvoir d'achat supérieur à mon salaire, même si le chiffre est plus élevé que le salaire augmenté. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On triche les fonctionnaires. On leur dit, voilà, on va augmenter vos salaires. Je ne sais pas combien il touche maintenant, il touche 10 millions. Et il va toucher 30, 40, 50. Les 10 millions ont un pouvoir d'achat équivalent à $100, 102 $. Les 30 millions, dans 6 mois, vont avoir un pouvoir d'achat inférieur à $100. Et c'est ce qui est lamentable. Ils s'en foutent. C'est une politique populiste, anticonstitutionnelle. Pourquoi on ne présente pas le budget de 2023 et on essaie de voir avec des chiffres réels d'où on peut avoir des ressources pour... Ça, c'est clair. Pour préciser ou pour mettre ou pour construire une politique économique et financière. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas avoir un seul cours de change pour avoir vraiment une idée claire de comment avoir les ressources? Tout ce qu'on demande à ce niveau, et c'est scientifique,
Ça, c'est pas du politique. Il me reste 2 minutes seulement, juste pour une question. Est-ce que le temps passe vite Ouais, avec vous? mais ça c'est bien aussi. Oui, c'est Mais une question reliée aux élections présidentielles. Certainement, nous avons besoin aujourd'hui d'un président pour mettre en place les négociations avec le Fonds monétaire international, avec un gouvernement qui peut bien travailler. Quel président aujourd'hui peut remettre la relance économique sur les rails? Le président. Vous allez me dire maintenant souveraineté. Le président qui est capable de gouverner. Donnez-moi un profil. Donnez-moi un profil. On sait très bien aujourd'hui que M. Jihad Azrou, mais non. Celui qui est capable de ne pas permettre à quiconque de violer la Constitution. Et je ne demande pas une personne qui est acharnée dans la confrontation. Je demande une personne qui est tenace dans l'application de la loi et qui a une idée de la réforme économique et financière. Si tu n'as pas ces deux à la fois, et je crois la plus difficile n'est pas d'avoir des idées. On a beaucoup de techniciens. Monsieur Jihad Azrou est l'un de ces techniciens qui s'y connaît dans le domaine. La difficulté, c'est comment prendre la décision et qui va la prendre. Parce qu'à travers toute cette analyse... Vous pensez que M. Azrou, si un jour il devient président, est-ce qu'il aura les moyens de prendre des décisions et d'appliquer ces décisions? Je vais dire une chose, Maurice. Et vous savez très bien comment les décisions sont prises au sein du gouvernement. Les moyens à ce niveau, c'est pas... Les moyens ne sont pas hors de la personne. C'est au fond intérieur de la personne, au fin fond de la personne que se trouvent ces moyens. Le moyen, c'est la prise de la position et du positionnement correct. On n'est pas en train de dire il faut faire la guerre, on n'est pas en train de dire, on est en train de dire il faut se lancer et il y a noir et blanc, il y a juste et faux. Vous allez continuer à soutenir M. Jihad Azrou jusqu'à la fin? Vous avez commencé à discuter à mon avis, il a eu 60 votes. Donc, il est très proche. Vous n'allez pas faire marche arrière, donc. Il est très proche, avec le minimum d'application de la démocratie, avec des tours de scrutin successifs. Le président peut être une production libanaise, mais dans tous les cas, avec le tandem chiite et ses alliés, avec le blocage et le recours à l'ingérence étrangère, à l'ingérence immersive pour les pays qui essaient de trouver un consensus ou un moyen pour résoudre le problème libanais. Mais leur recours à cela dans l'optique que l'intervention étrangère va permettre à ce camp d'exiger une volonté. Vous avez confiance en M. Gebran Bassil qui va continuer à être à côté de M. et bien voter pour M. Jihad Azrou? Je peux dire une chose, je n'ai pas de confiance en quiconque tant que ce n'est pas déclaré sur les questions de base relatives à la souveraineté en moins que du 30 secondes, c'est une question que j'aime bien poser. Vous pensez qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un nouveau pacte entre citoyens et citoyens libanais pour pouvoir continuer? À mon avis, ce que le tandem est en train de faire, il est en train de briser. Et notre problème en tant que politicien aujourd'hui, c'est comment s'adresser à nos citoyens, à nos électoraux. Parce que nos électoraux, dans leur réaction, deviennent à notre extrême droite. Ce que le tandem est en train de faire, il est en train de ruiner la confiance entre Libanais et la possibilité et la capacité à vivre ensemble. Alors, ce qu'on souhaite, ce n'est pas un melting pot, mais un salad bowl qui peut permettre à l'enrichissement culturel de Liban d'être un atout au lieu d'être une calamité, comme c'est le cas aujourd'hui avec le tandem chiite et ses alliés. Docteur Antoine Habshi, vous êtes membre du bloc de la République forte. Je vous remercie. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Et voilà, mes chers téléspectateurs, on arrive à la fin de cet épisode. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.